France Inter, le 18-20, Fabienne Synthès. Il y a 40 ans apparaissait cette maladie inconnue qui très vite a décimé les communautés gays, mais pas seulement. Une maladie présente sur tous les continents, le virus du XXe siècle. Le sida que nous savons traiter aujourd'hui, mais pas guérir, et dont on ne sait toujours pas trouver le vaccin. Il y a 1 an apparaissait cette maladie qui, elle aussi, s'est très vite retrouvée présente sur tous les continents à une vitesse incroyable. Le Covid-19, c'est le virus de ce début de siècle, mais son vaccin a été trouvé très vite, qu'on ne sait d'ailleurs pas partager en assez de morceaux. La comparaison peut peut-être aller plus loin. Le sida, pour être stoppé et freiné, fait appel à nos comportements. Le Covid aussi, la négligence de certains parce qu'on a trouvé un traitement ou parce qu'il y a un vaccin ou parce que ça n'arrive qu'aux autres. Ça aussi, c'est peut-être un point commun. Il y en a sûrement d'autres et sans doute aussi les recherches sur l'un et sur l'autre. Sont-elles bénéfiques pour l'un et pour l'autre et bien sûr pour les suivants? Et puis il y a ce qui sépare ces deux mondes et ces deux virus. Le Covid a tué si vite, touché tant de monde qu'il a écrasé toutes les priorités, occupé les lits, mobilisé les hôpitaux, repousser tout le reste. Pour le sida, ça veut dire repousser le dépistage, les traitements qui ne sont pas faciles d'accès dans tous les pays du monde, et tarder, c'est mourir. C'est pour cela que nous avons voulu consacrer ce téléphone sonne au sida. Ce week-end, c'est le SIDAction. Le sida ne doit pas être relégué au second plan. On en parle ce soir et soyez les bienvenus au téléphone sonne. Le téléphone sonne. 01 45 24 7000. Allez André, c'est vous le premier. Vous avez la question que beaucoup de gens posent au standard ce soir. Allez-y, on vous écoute. Oui, alors le sida, ça a été découvert il y a à peu près une quarantaine d'années, un peu plus, bon, enfin chipoter, on va dire 40 ans, et on n'a toujours pas de vaccin ou de remède efficace. La Covid, en 8 mois, 10 mois, 12 mois, peu importe, en quelques mois, on nous propose 7 ou 8 vaccins à l'échelle mondiale, dont on ne sait pas s'il pourrait y avoir des effets secondaires. Il faut quand même toujours être très prudent en la matière. Mais enfin, au moins, on a réussi à trouver des vaccins en 7 ou 8 mois. Alors la question est toute simple. Est-ce que dans un cas, c'est tellement évident qu'on a en 8 mois, on avait une solution? Je sais bien qu'on va me dire que le virus est assez proche de celui de la grippe et sans doute on a pu faire des variantes par rapport au virus de la grippe dans la recherche. Mais est-ce tellement différent ou est-ce un manque d'argent alors que l'argent, il en pleut? Toutes les stars du monde, Sharon Stone, Jane Fonda, Lynn Renault, etc., font des campagnes pour trouver de l'argent contre le sida. Merci beaucoup pour votre question, André. Je le disais, vous n'êtes pas la seule, le seul, à la poser. Comme ça, on va pouvoir, j'allais dire, l'évacuer tout de suite, mais elle intéresse beaucoup de gens pour vous répondre ce soir et discuter ensemble jusqu'à 20h. Françoise Barré-Sinoussi est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de votre présence. Vous êtes co-découvreuse du VIH, vous êtes prix Nobel de médecine en 2008, présidente de l'association SIDAction et aussi bien sûr virologue. Olivier Morel est avec nous également. Bonsoir Monsieur Morel. Bonsoir à toutes et tous. Vous êtes consultant, chercheur indépendant, militant associatif pendant plus de 15 ans. Vous avez écrit avec Michel Bourly une histoire de la lutte contre le sida. Ça vient de sortir aux éditions, au Nouveau Monde édition, pardon. Françoise Barré-Sinoussi, une bonne fois, est-ce qu'on peut expliquer aux gens pourquoi il n'est pas aussi simple de trouver un vaccin contre le sida et pourquoi il y a cette telle différence en nombre de mois ou d'années? Eh bien, écoutez, nous sommes pas du tout en face du même type de virus. Ça a été un petit peu dit. Le Covid, c'est un coronavirus. Le SIDA, c'est un rétrovirus. Le virus du SIDA est particulièrement marqué par sa haute variabilité génétique. Là, on parle de variants pour le SARS-CoV-2, mais des variants qui changent au temps, tandis que pour le VIH, une personne peut être porteuse de virus légèrement différents les uns les autres. Et puis, nous sommes face à un virus, le virus du sida, qui infecte les cellules de notre défense immunitaire, ce qui n'est pas le cas pour le SARS-CoV-2, pour le coronavirus. Donc, ça complique la situation puisqu'on est face à un virus qui infecte justement, qui s'attaque aux cellules qui sont là pour nous défendre, et donc aux cellules qui sont là pour répondre à un vaccin. Donc, voilà, les candidats vaccins qui ont été développés pour le SARS-CoV-2, pour certains d'entre eux, notamment les vaccins adénovirus, ont été tentés aussi pour le VIH sans succès, je voudrais le rappeler. Par contre, il y a un candidat vaccin qui n'a pas été essayé et qui
va être essayé dans les mois à venir, c'est les vaccins à ARN type Pfizer ou Moderna qui n'ont pas été essayés pour le VIH et maintenant c'est lancé. La recherche est lancée sur ce sujet. Donc la grosse différence, c'est des familles de virus très différentes. Et puisque vous avez, Françoise Barré-Sinoussi, déjà évoqué l'idée d'un vaccin qui pour l'instant n'est pas là et des essais qui sont faits, quand on voit arriver le vaccin ARN pour le Covid-19, est-ce qu'on se dit, ça c'est une piste que nous n'avons pas essayée, vers laquelle il faudra aller et qui peut nous faire gagner un temps considérable? Qu'est-ce que vous dites avec cette technique ARN messager? La technique ARN messager, immédiatement, bien sûr, la question s'est posée de l'essayer dans le domaine du VIH et immédiatement, à ma connaissance, les compagnies pharmaceutiques se lancent dessus immédiatement. Mais ça vous dites, on aurait même dû essayer plus tôt. Oui, la bonne idée. Pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? Est-ce que vous savez, je ne sais pas si ça va marcher. Hein. Ouais. Faut pas, c'est pas parce que ça a marché très vite pour le SARS-CoV-2 que ça va marcher pour le VIH. Une fois de plus, on n'est pas en face du même type de virus et on est face à un virus pour le sida qui est particulièrement compliqué puisqu'il y a l'atteinte des réponses de l'immunité. Est-ce que vous avez le sentiment, Françoise Barré-Sinoussi, que toute cette année, on y viendra, a peut-être été bénéfique aussi pour le sida parce que plus on cherche, plus on apprend des choses de toute façon. Mais est-ce que vous avez le sentiment quand même que le sida est passé sous les radars depuis mars dernier? Et qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que c'est une perte de temps considérable quand même? Alors bien évidemment, c'est une perte de temps très importante. Je voudrais dire d'abord que déjà le sida était un petit peu sorti des radars avant le SARS-CoV-2. Le SARS-CoV-2 arrive, on est dans une situation, une épidémie tout à fait inédite et c'est tout à fait compréhensible aussi qu'on se focalise sur la réponse à cette épidémie actuellement. Mais attention, parce qu'effectivement, d'une part, la recherche a levé le pied un petit peu, puisqu'il y a beaucoup quand même de chercheurs du monde du VIH qui se sont mis à travailler sur la Covid, et puis les laboratoires aussi sont difficiles d'accès en une période de confinement. Donc tout ça ralentit bien sûr la recherche au niveau mondial. Et puis il y a toutes les conséquences de cette épidémie de Covid sur l'accès au dépistage, sur l'accès à la prophylaxie pré-exposition, sur l'accès au traitement, parce que vous savez quand même, on n'a pas de vaccin, c'est vrai pour le VIH, mais on sait qu'on a un traitement quand même qui marche extrêmement bien, y compris en prévention. Et ces difficultés d'accès, la PrEP, la fameuse PrEP, et ces difficultés d'accès nous font craindre une situation quand même très inquiétante dans les mois, les années à venir, puisque j'aimerais dire quand même que l'OMS, l'ONU-SIDA, pense qu'on pourrait avoir 300 000 décès. Vous voyez, moi j'avais lu 500 000, donc preuve que il y a des chiffres qui sont extrêmement hauts. Oui, mais je dirais que c'est à peu près, c'est de la modélisation, donc on ne sait pas encore, mais en tous les cas, on voit très bien qu'on va vers des chiffres extrêmement inquiétants en termes de nouvelles infections et en termes de mortalité d'ici 2022, en liaison justement avec l'épidémie de Covid. Olivier Morel, on a vu déjà un petit peu, on y reviendra, les chemins parallèles, on va le dire comme ça, que peuvent suivre sida et Covid, en tout cas dans la manière dont nous réagissons. Moi, ce qui me frappe quand je vois ces deux moments et ces deux périodes-là, c'est ce que cette période du sida a pu nous apporter, que peut-être, je le mets évidemment avec des guillemets, on aurait pu s'en passer, que notamment en termes d'organisation hospitalière, on parlera de nos comportements et de choses comme ça tout à l'heure, mais je pense par exemple aux infrastructures, je pense aux labos, je pense aux soignants, je pense à la relation du patient à la fois au système hospitalier et à sa propre maladie. Est-ce que ce que nous savons aujourd'hui et que nous disons lorsque on parle de Covid, c'est au fond aux malades du sida qu'on le doit, parce qu'ils ont été curieux, parce qu'ils ont poussé dans leur retranchement un certain nombre de choses et de gens, et peut-être ne l'auraient-ils pas fait sans cela?
Alors clairement, et ça va dans la lignée de ce que disait Françoise, la réactivité du secteur médical, ou plus largement d'ailleurs des soignants, la mobilisation qui s'est faite au niveau des soignants, elle fait écho aux mobilisations qu'il y a pu avoir pendant la lutte contre le sida. Sauf que il y a une dimension qui peut-être est moins importante, c'est la mobilisation des personnes les plus concernées, et puis on va dire au-delà de ça, des citoyens de base. Il est que dans la phase d'urgence, on a pu constater, et c'est assez logique dans une phase d'urgence, une décision qui a été extrêmement verticale. Quand il y a des mesures à prendre, on ne peut pas avoir plusieurs capitaines dans un bateau, et il ne faut pas mal interpréter ce que je suis en train de dire pour ou contre tel ou tel gouvernement, que ce soit en France ou ailleurs. Des politiques ont pris leurs responsabilités, appuyés par des comités scientifiques, et pour gérer la phase d'urgence. Par contre, au-delà, peut-être n'a-t-on pas complètement tirer les leçons de la lutte contre le sida, puisque ce qu'on appelle la démocratie sanitaire, c'est-à-dire la capacité d'impliquer les citoyens, les gens, les personnes malades, les proches, dans les actions de prévention, peut-être cette dimension-là n'a-t-elle pas été aussi développée que cela a été dans la lutte contre le sida. Je le disais en introduction, il y a effectivement une similitude, même si on ne parle pas des mêmes choses, sur l'appel à comportement, en fait. Est-ce que du coup on aurait pu faire mieux, selon vous, en tirant des leçons de ce qu'on a fait pour le sida, on aurait pu faire beaucoup mieux pour le Covid ? Alors encore une fois, et je ne dis pas ça pour me dédouaner de quelque position que ce soit. Je pense que comparaison n'est pas raison d'une part, et d'autre part, il y a les mécanismes de transmission ou de contagion pour le Covid sont très différents, bien entendu. Sont très différents. Évidemment. Donc du coup, les comportements ou les pratiques n'étaient pas. On ne parle pas des mêmes pratiques, on est d'accord. Voilà. Donc ça c'est quand même un énorme bémol. Mais il est vrai que assez tôt dans la lutte contre le SIDA, ce que j'évoquais, c'est-à-dire la mobilisation des personnes concernées, elle a permis de la pédagogie. Un des éléments extrêmement importants dans la lutte contre le sida, et qui était le cas partout dans le monde quand ça s'est développé, c'est une prévention, ce qu'on appelle de santé communautaire. Alors, ce mot de santé communautaire, ça veut dire quoi ? Ça veut pas dire du communautarisme, ça veut dire que ce sont les personnes concernées qui se sont investies pour adapter leur discours et les moyens de prévention à des groupes différents dans la population. Et peut-être voit-on, justement, avec les différentes vagues de l'épidémie de Covid, que, justement, la prévention ciblée au plus proche des populations, très territorialisée, peut-être là, ne s'est-elle pas inspirée de ce qui a été fait plus tôt sur le sida. Françoise Barré-Sinoussi, pardon, ce que je vois, c'est alors vous allez m'arrêter si je me trompe, mais le risque d'indifférence auquel nous sommes confrontés avec cette épidémie d'aujourd'hui, c'est bien toute la difficulté d'ailleurs de trouver la bonne dose, ce risque d'indifférence, on a le sentiment pour le coup que là, pour le coup, vous êtes confrontés à cela avec le sida, et pas depuis récemment, depuis un certain temps. Après tout, on a les médicaments. Après tout, on n'en meurt pas. Je mets des guillemets là derrière, parce qu'évidemment que les traitements ne marchent pas chez tout le monde, et évidemment que tout ça reste extrêmement grave. Est-ce que cette indifférence-là, est-ce qu'on sait encore lutter contre ça ? Est-ce qu'on sait aujourd'hui au fond encore ce que c'est que le sida, si on va dans la rue et qu'on le demande à un gamin de 16 ans ? Alors, d'abord, premièrement, je voudrais dire que j'étais complètement d'accord avec ce que disait Olivier. D'autre part, effectivement, on a un gros problème aujourd'hui d'indifférence ou de mauvaise connaissance, puisque les jeunes, je dirais, dans la rue, disent eux-mêmes. Il y a eu une enquête qui a été faite à l'occasion du SIDAction. 33% d'entre eux estiment qu'ils sont mal informés. Donc, vous voyez qu'il y a quand même un problème de mésinformation de la jeunesse pour les moins de 25 ans. 25% d'entre eux pensent aujourd'hui qu'avec les traitements antirétroviraux, on peut guérir du sida. C'est quand même des chiffres qui sont préoccupants de voir cette mauvaise connaissance et le besoin donc de revoir tout ce qui est campagne d'information, d'éducation. L'indifférence, pour moi, je dirais, on peut la craindre aussi d'ailleurs pour le SARS-CoV-2 dans l'avenir, parce que je veux dire, quand les gens seront vaccinés, on peut se dire aussi qu'il va y avoir un relâchement, comme il y a peut avoir un relâchement aussi dans le cadre de l'infection VIH. Donc tout ça fait
pour moi, me fait dire qu'il y a quand même besoin de pas mal de recherches aussi en sciences sociales et humaines pour mieux comprendre et appréhender justement ces questions de comportement quelque part des populations qui sont tout à fait importantes pour la prise en charge de ces épidémies. Olivier Morel, juste avant de retourner au standard, en écoutant Françoise Barré-Sinoussi, me venait cette réflexion, vous qui êtes revenu en arrière sur ces 40 ans-là. Au fond, on a l'impression que, y compris en termes de comportement et de compréhension de cette maladie-là, il y a eu une transmission générationnelle au début, et puis elle s'est perdue à un moment. Elle s'est perdue à quel moment, en fait ? Oh, clairement, je dirais qu'elle s'est diluée, en tout cas, à partir du moment où on a vu que les traitements étaient efficaces. Donc, à partir de l'apparition des trithérapies en 96, et puis on va dire au tournant du siècle, la chronicisation de la maladie, avec les effets que François souligne, c'est-à-dire que certains pensent qu'on peut en guérir, ce qui est faux, mais en tout cas, la chronicisation de la maladie a entraîné effectivement un certain éloignement. Y compris, alors, à la fois dans les comportements individuels, pas dans les groupes les plus concernés ou dans le milieu associatif, qui lui reste très très mobilisé, et on parlera du SIDAction, mais également, je pense, au niveau des pouvoirs publics en général. Ce n'était plus une priorité de santé publique, alors même que justement, on a besoin aujourd'hui de donner un coup de collier. Et vous évoquiez tout à l'heure l'indifférence. Moi, il y en a une qui me vient à l'esprit, alors non pas sur le traitement, mais c'est sur la dimension internationale. Cette pandémie, celle du sida comme celle du Covid, est mondiale, comme le nom pandémie l'indique. Et donc aujourd'hui, quand on voit la frilosité, ou en tout cas les craintes de certains gouvernements de prioriser leur population et pas les populations de l'ensemble du monde, attention à cette erreur, parce que les personnes continueront à circuler. Et comme pour le virus du sida, n'oublions pas que les pays occidentaux, l'accès aux soins est excellent. Il ne l'est pas dans un certain nombre de pays, à la fois pour des raisons financières, de coût des traitements, mais également pour des raisons de manque d'investissement dans des campagnes, voire de discrimination de certaines populations. Prenons garde à ce que toutes les populations puissent aussi bénéficier du Covid. Sinon, le problème ne sera pas réglé. J'entends Françoise Barré-Sinoussi qui vous approuve. Vous allez pouvoir réagir à la question de Roméo. Bonsoir Roméo. Oui, bonsoir. On vous écoute. Oui, je vous appelle pour savoir si la recherche sur le Covid, qui finalement a été très rapide, elle s'est faite au dépit d'autres recherches, notamment sur d'autres maladies comme le VIH, et si ça allait entraîner des retards sur la recherche scientifique dans ce domaine-là. Merci beaucoup pour votre question, Roméo. Françoise Barré-Sinoussi, est-ce que l'un se fait aux dépens de l'autre, qu'on le veuille ou non ? La réponse, oui, même sans le vouloir, forcément, la réponse est oui. Je l'évoquais un petit peu tout à l'heure, puisque quand on regarde les experts, on peut même dire au niveau international, qui s'intéressent à la Covid, beaucoup viennent de la recherche sur le VIH, où ils ont mis à profit, je dirais, du SARS-CoV-2, de la Covid, leur expertise, justement, pour avancer le plus vite possible en réponse à cette pandémie de Covid. Donc, forcément, on lève un peu le pied sur les autres recherches. Et puis, je le disais tout à l'heure, avec les confinements, un certain nombre de chercheurs ne peuvent pas aller non plus dans leur laboratoire. Et alors, du coup, puisqu'on parle de fonds, est-ce que ça veut dire... Et en termes de dons, par exemple, est-ce que vous savez déjà que ce week-end, le SIDAction, ça va être compliqué, y compris de vous faire une place pour en parler réellement. Est-ce que ça va être compliqué aussi financièrement ? Est-ce que et aussi, pardon de le dire comme ça, mais j'imagine dans l'esprit des gens, oh là là, après le Covid, le SIDA, il va pourtant falloir s'y remettre, en reparler, le redire et refaire ce chemin-là. Alors, on n'a pas encore les chiffres. Je suis incapable de prédire à l'avance ce que le SIDAction de cette année va donner. Ce que je peux dire, c'est que l'année dernière, nous l'avons annulé, le SIDAction, et que donc, en conséquence, par rapport à l'année précédente, en 2019, où il y avait eu 45 millions de dons, c'est 45 millions de dons en moins, forcément, pour 2020. Donc, forcément, ça a un impact à la fois sur la recherche, à la fois, bien sûr, sur le financement des chercheurs, le financement des projets de recherche des chercheurs et des jeunes chercheurs. Et donc, tout cela a forcément un impact à la fois sur la prise en charge des patients et sur la recherche. Là-dessus,
Olivier Morel. Est-ce qu'on n'a pas de toute façon, alors l'argent et le SIDAction, oui, à un moment, ça fonctionnait vraiment, il y avait une vraie prise de conscience, mais au fond, est-ce qu'on n'a pas toujours été très timoré sur les campagnes de prévention? Je pense aux campagnes d'affichage, je pense à tout ça. Autant de travail qui finalement est revenu aux associations qui, vous le disiez, ont été extrêmement présentes et le sont encore aujourd'hui. Oui, mais pour une raison qui est aussi assez forte, c'est que les associations n'ont pas craint d'appeler un chat un chat. Oui, mais alors que les campagnes et autres ont eu très très peur de ça. Oui, tout à fait. Et là encore, ça dit beaucoup de choses. C'est-à-dire que le politiquement correct, le fait de ne pas pointer, souligner les vraies difficultés que les personnes les plus vulnérables ont au quotidien, fait qu'on édulcore des messages. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne fallait pas des campagnes grand public. Elles étaient nécessaires. Elles ont permis de conscientiser les jeunes. Et Françoise soulignait à quel point leur absence aujourd'hui, et vous le disiez aussi, fait qu'il y a une moindre connaissance peut-être chez les jeunes, non seulement des questions de VIH, mais plus largement d'ailleurs des maladies sexuellement transmissibles. Donc très clairement, il fallait des campagnes, on va dire soft, au niveau du grand public. Mais ce qui était fondamental, c'est de pouvoir aller très très vite vers les groupes les plus exposés. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Quand on parlait du retard sur la recherche, il y a aussi eu forcément chez les associations, et à la fois pour des raisons de moyens financiers qui n'ont pas été là l'année dernière, comme le soulignait Françoise, mais également pour toutes les questions de sécurité sanitaire, le travail de proximité dans la rue, auprès des gens, auprès des groupes les plus concernés, a été considérablement ralenti. Et ça se traduit par quoi? Ça se traduit probablement par, on le verra dans les statistiques, mais un moindre dépistage. Je pense qu'il faut se rappeler une chose qui est essentielle, et ce message est très très peu passé. Une campagne gouvernementale a été lancée en fin d'année dernière, mais il est peu passé, c'est qu'une personne séropositive au VIH aujourd'hui, vivant avec le VIH aujourd'hui, si elle est sous traitement et que sa charge virale, c'est-à-dire le taux de présence dans le virus, pour dire les choses simplement, est indétectable, cette personne ne transmet plus. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si le VIH continue à circuler, c'est parce que des gens ne savent pas qu'ils en sont porteurs. D'où, l'effort massif en dépistage, et du coup, derrière, la mise sous traitement pour se protéger soi et puis du coup protéger aussi les autres, et une prévention justement ciblée qui permette de toucher les personnes qui statistiquement sont les plus vulnérables, les plus concernées. Françoise Barré-Sinoussi, est-ce qu'on peut rappeler les chiffres, notamment les chiffres de contamination? Le dernier chiffre que j'ai moi sous les yeux, c'était de 6400. Est-ce qu'on est toujours à peu près dans ces 6200? Voilà, 6200. 6200. Et on a en France, oui, bien sûr. 170 000, on parle des chiffres en France. Oui. 170 000 personnes à peu près qui vivent avec le VIH en France, et 24 000 personnes qui, j'allais dire, sont porteurs sans le savoir, donc qui peuvent transmettre aux autres. Dans les chiffres que j'ai sous les yeux, donc les 6200, 6400, un tiers de ces contaminations sont sues trop tardives. Est-ce que vous confirmez ce chiffre-là, trop tardivement, pardon? Tout à fait. Et la moitié lors de rapports hétérosexuels, et c'est important aussi de le rappeler. Tout à fait. Et c'est important effectivement de rappeler, puisque c'est aussi une maladie, une infection hétérosexuelle, bien évidemment. Ce que je voulais dire aussi, je rebondis sur ce que on disait il y a un instant, les retards sur le dépistage, on risque d'avoir encore plus de retard pour les dépistages VIH, puisque il y a certaines données qui indiquent entre 50 et 60% de diminution de dépistage VIH depuis l'épidémie de Covid en mars dernier. Donc, vous voyez l'impact que ça risque d'avoir, parce que si les gens sont pas dépistés, ils ne sont pas traités. S'ils sont pas traités, ils peuvent infecter d'autres personnes. Donc, c'est un cercle vicieux. Pour aller dans votre sens, c'est Elisabeth sur franceinter.fr. Elle est à Nantes et elle nous dit, dans les années 90, il y avait beaucoup de messages pour faire attention, alors qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien pour le sida, mais que pour la Covid. En ce moment, il faut inciter les gens à se renseigner et inciter les gens, dit-elle, et ça va vous plaire, Françoise Barré-Sinoussi, à donner au SIDAction. Je voudrais qu'on écoute Fanny. Bonsoir Fanny. Bonsoir. On vous écoute. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une grande différence. Moi, quand il y a eu le sida, mon ami était séropo et il en est mort d'ailleurs. Et il y avait une espèce de victimisation parce que c'était une maladie qui se passait par le sexe, et donc on était tabou. Moi, j'ai été bouc émissaire.
j'ai pas pu rencontrer des amis, j'ai été rejetée. Et ce phénomène de rejet était très très puissant, et ça je ne le vois absolument pas avec la Covid, qui est une grippe comme une autre, et qui est un phénomène collectif, et qui atteint tout le monde, et qui peut être présent près de tout le monde. Et voilà. Évidemment que ce phénomène n'existe pas pour la Covid. Il y a Nathalie qui est à Bastia et qui dit peu ou prou la même chose. La différence entre Covid et HIV, c'est que les séropositifs étaient considérés comme des pestiférés, et on considérait même qu'ils l'avaient bien mérité. On se souvient de cette période, en effet. Françoise Barré-Sinoussi, est-ce que au moins ça, aujourd'hui, a changé auprès des personnes séropositives ou des malades du sida? Ça a changé, bien sûr, mais pas suffisamment. Hein. Il reste toujours des discriminations, des stigmatisations des personnes qui vivent avec le VIH. Hein. 70% d'entre elles se disent souvent avoir été victimes à un moment ou à un autre de stigmatisation, discrimination. Et là, je parle aujourd'hui. Oui. Donc, vous voyez que ça reste présent. Ce que je voudrais quand même rajouter, c'est terrible pour l'infection VIH, mais ce qu'il y a de commun entre le VIH et la Covid, quelque part, c'est aussi que ce sont des infections qui touchent les personnes les plus précaires, souvent. Et que donc, ces personnes-là, malheureusement, subissent toutes des discriminations et des stigmatisations de par leur précarité, et deviennent vulnérables à la fois au VIH, mais à la fois aux autres infections, dont le SARS-CoV-2. Donc ça c'est aussi des maladies, je dirais souvent, malheureusement, de la précarité, et qu'on prend pas suffisamment cela en considération, très souvent. Daniel et le rôle des associations est énorme, là, justement. Olivier, et heureusement qu'elles sont là. Olivier Morel, j'en profite pour vous donner la parole. Oui, le rôle des associations toujours importante, et c'est ce que je disais tout à l'heure. En effet, rôle des associations qui pallie très souvent un rôle qui pourrait être dévolu à l'État, non ? Oui, il y a une forme de délégation de responsabilité. Alors, c'est le cas dans un certain nombre de secteurs, dans le secteur sanitaire et social. C'est vrai qu'il peut y avoir des crédits qui sont faits. Heureusement aussi, il y a la générosité du public pour faire explorer des pistes nouvelles. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que souvent les expérimentations, elles sont portées par les associations. On n'a pas évoqué, mais quand on a tracé l'histoire des 40 années, puisque c'était en 1981 qu'on a identifié les premiers cas. Le livre retrace 40 années de lutte sur différents fronts. Il y a une victoire, par exemple, dans la lutte contre le sida qui a été assez exemplaire, c'est celle de la contamination chez les usagers de drogue par voie intraveineuse. Et c'est vrai que là, l'usager de drogue, qui était à l'époque vécu comme un délinquant, comme quelqu'un qui ne faisait pas partie de la société, c'était quelqu'un qui était complètement en marge, c'était ça la représentation sociale. Le pari a été fait très tôt par des associations, d'abord des associations de lutte contre le sida, on va dire classiques, généralistes, puis ensuite par des usagers qui se sont eux-mêmes mobilisés, de travailler sur la réduction des risques par des distributeurs automatiques de seringues, des approches de terrain, de la prévention pour donner du matériel, puis ensuite une lutte auprès des pouvoirs publics pour avoir des programmes de substitution. Personne n'y croyait. Il a fallu énormément de courage. Et d'ailleurs, le courage notamment d'une ministre de la Santé à l'époque qui s'appelait Michel Barzac, oublié depuis peut-être à cause de cela, il serait intéressant de le regarder. Mais ce courage-là de faire confiance aux personnes pour prendre leurs responsabilités quand on les a non pas infantilisées, mais au contraire les aider à prendre conscience de la part qu'elles pouvaient prendre pour s'aider elles-mêmes. Et ça, je crois que cette philosophie-là, elle a été extrêmement forte dans la lutte contre le sida. On pourrait souhaiter qu'elle existe dans, aujourd'hui, plein d'autres domaines. J'allais dire, parce que vous employez des mots qu'on entend aussi aujourd'hui et qu'on reproche. La différence est aussi peut-être que est-ce qu'on se sent aussi lointain quand on est lambda? En fait, ça n'arrive qu'aux autres. Est-ce qu'on se sent, selon vous, Françoise Barré-Sinoussi, aussi loin du Covid aujourd'hui qu'on se sentait loin du sida? Encore une fois, dans ça n'arrive qu'aux autres. J'ai ce sentiment que les personnes se sentent concernées réellement lorsque malheureusement elles ont une personne proche qui est touchée. Et ça, on l'a vu aussi pour le VIH-Sida autrefois. C'est clair. Daniel, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue, Daniel. Oui,
c'est plus un témoignage qu'une question. Allez-y. J'étais une infirmière âgée de 30 ans quand nous avons reçu les premiers malades du sida. C'était des hommes jeunes pour la plupart et qui mouraient aussi entre nos bras. Nous en avions très peur et nous les traitions de façon inhumaine, car c'était des homos, tel que nous disions alors à l'époque. J'ai appris 2 choses alors dans mon métier, l'empathie et la bienveillance. Je fais confiance à mes jeunes collègues épuisés pour leur prise en charge des personnes atteintes du Covid. Je sais ce que ça veut dire, voir mourir des gens et être impuissant. J'ai retenu ça, j'ai 71 ans. Merci de m'avoir écouté. Merci à vous, Daniel, pour votre témoignage. Françoise Barré-Sinoussi, c'est important ce qu'elle dit, Daniel. Tout à fait, très important, parce que c'est vrai que le personnel soignant a vécu des moments extrêmement difficiles, compliqués, tragiques, je dirais, dans les années 80. Et que aujourd'hui le personnel soignant vit encore des moments tragiques et il faut le rappeler. Le rôle est absolument remarquable. Est-ce que vous diriez, Olivier Morel, que la relation entre le patient et le soignant a changé depuis les années SIDA, que la connaissance qu'avaient les malades du SIDA de leur propre maladie a changé le rapport qu'on peut avoir aux soignants et que ça reste aujourd'hui, ça existe encore? Clairement, tout le travail qu'on a pu faire en retraçant l'histoire de l'épidémie et des luttes a montré à quel point il y avait des formes de legs ou en tout cas de rayonnement de ce qu'a porté la lutte contre le sida sur l'ensemble de la société, particulièrement dans la relation soigné-soignant, la place des personnes malades aujourd'hui dans la recherche, dans la gouvernance des hôpitaux, même si cette démocratie sanitaire, je l'ai dit tout à l'heure, elle a été un peu mise à mal, et même beaucoup mise à mal par la pandémie, mais très clairement, oui, l'information, le consentement éclairé, la loi sur le droit des malades, le développement des soins palliatifs, des soins à domicile, j'ai parlé des produits de substitution, il y a tout le travail sur l'accès aux soins aux détenus, il reste encore beaucoup à faire, mais la lutte contre le sida a fait évoluer. Daniel le disait tout à l'heure aussi, la reconnaissance de ce qu'on a appelé longtemps avec un brin de sens péjoratif qui étaient les paramédicaux. Eh bien oui, aujourd'hui on a des équipes avec différents professionnels qui s'impliquent autour des patients et la place des soignants, le terme soignant, il a permis d'élargir et de ne pas le laisser aux seuls médecins. On voit aujourd'hui d'ailleurs que d'autres personnes sont habilitées à vacciner que les seuls médecins. Donc clairement, il y a eu une modification assez forte. Alors, c'est pas un concours, il n'y a pas à se glorifier que ce soit la lutte contre le sida. Et d'ailleurs, les militants qui se sont engagés et continuent aujourd'hui à s'engager malgré les difficultés qu'ils peuvent avoir. Je crois que ces militants ont vraiment, se sont, battus pour la santé en général. C'est la santé publique en général et l'intérêt général qui a été modifié. J'entendais à midi... à 13h, 13h14, il y avait une interview de Clémence Poésy qui intervient qui est comédienne dans la série Thérapie, et elle disait quelque chose d'absolument magnifique. Elle disait « Le visage des autres me manque avec l'épidémie ». Elle disait ça à cause du masque. Eh bien, je pense que ces épidémies, alors clairement avec un masque sur la Covid, mais le VIH, on parlait de stigmatisation tout à l'heure, je crois que ce sont des... Daniel finalement dit j'avais des a priori et j'ai rencontré des personnes en fin de vie et leurs proches. Et je crois que le visage des autres, c'est ça la vie. Y compris le visage des gens qui sont différents. Et sans cette différence des visages qu'on croise, parce qu'ils ont un masque, parce on a nos préjugés, eh bien, ces visages des autres, sans eux, notre vie, elle est incomplète. Et on s'en aperçoit aujourd'hui avec la distanciation sociale, qui est, on va dire, liée à la sécurité sanitaire, mais on s'en apercevait avec la stigmatisation dont Fanny et Daniel ont parlé tout à l'heure. Un combat qui n'est pas encore gagné, mais allez savoir. Mylène, vous êtes la dernière, Mylène, mais on a un petit peu de temps pour vous, on vous écoute. Oui, bonsoir. Je voulais faire part de mon expérience et du coup de mon commentaire. Dans les années 2000, j'étais jeune adulte et consciente des risques du VIH. Je demandais régulièrement un test pour vérifier ma bonne santé, en sachant qu'étant jeune adulte, la vie amoureuse, elle est quand même changeante.
Et j'ai eu à vivre le questionnement, la suspicion morale, si on peut dire comme ça, du médecin généraliste. Et donc, il a fallu argumenter. Et également la suspicion et les questionnements du laboratoire d'analyse médicale. Donc, c'est une expérience que j'ai partagée avec d'autres jeunes adultes à l'époque qui ont eu tout à fait les mêmes réactions. Et donc, je me disais, il y a aussi un travail de sensibilisation auprès des médecins, auprès des laboratoires pour leur discrétion quand même. Sait-on jamais sur qui on tombe. On peut aussi être avec quelqu'un qui est en mauvaise santé. Et puis, voilà, auprès des médecins pour proposer le test, déjà qu'ils fassent pas peur aux jeunes, et puis pour ceux qui sont volontaires, ne pas les freiner, et puis laisser un accès facile à ces tests HIV. Merci beaucoup, Mylène. Françoise Barré-Sinoussi. Alors, non seulement Mylène a raison, mais cette époque où on allait se faire tester, j'ai l'impression qu'on parle du Moyen-Âge, en fait. C'est terrible de le dire, mais on a vraiment l'impression de parler du Moyen-Âge. C'est pas le Moyen-Âge, parce que ça reste toujours exactement présent, à vrai dire, aujourd'hui. Et son témoignage de Mylène est extrêmement important, parce que même encore aujourd'hui, il y a des réactions du domaine, en fait, du personnel de santé, parfois, vis-à-vis de cette infection VIH et des tests du VIH qui, malheureusement, sont tout à fait discutables. Donc ça veut dire, et je suis complètement d'accord avec elle quand elle dit qu'il faudrait un petit peu plus sensibiliser et informer correctement, y compris le personnel soignant. Ce week-end servira à ça. Un mot sur ce week-end SIDAction, Françoise Barré-Sinoussi, et qu'est-ce qu'on dit pour inciter les gens non seulement à donner, bien sûr, et continuer à s'intéresser à cette maladie? Ce qu'on peut dire, c'est aujourd'hui, pour le VIH, on est face à un virus. Si les gens sont dépistés et traités le plus tôt possible, ils peuvent avoir une espérance de vie similaire à une personne qui n'est pas infectée. Si on laisse les choses évoluer et perdre, je dirais, tous les efforts qu'on a fait parce qu'on est en face d'une autre épidémie, eh bien, on va justement, j'allais dire, dans le mur quelque part. Donc, on a besoin de continuer à la fois la recherche sur les maladies infectieuses émergentes comme la Covid, mais aussi n'oublions pas les autres infections, dont le VIH. N'oublions pas les autres infections, n'oublions pas le VIH. Merci beaucoup, merci vraiment à tous les deux, merci pour vos nombreuses questions.